Ce document a été réalisé afin d'être utile à l'interprétation et à la meilleure application du standard publié par la FCI qui, pris comme référence, est mis en œuvre avec des photographies, des exemples et des explications, ainsi qu'avec des observations, est utilisé par les juges experts lors des expositions canines de beauté. Étant donné la diffusion limitée de la race Tosa, FCI 260, dans toute l'Europe, et compte tenu des pays qui l'interdisent formellement sa présence, il n'est pas facile de pouvoir comparer plusieurs sujets simultanément dans un même concours. Par conséquent, le présent document a pour but d'aider tous ceux qui connaissent déjà la race en soulignant ses caractéristiques fondamentales et d'indiquer les principaux éléments à observer pour les standards ouverts. Le standard du TOSA est ouvert et synthétique. Il peut donc donner lieu à de multiples interprétations, notamment en ce qui concerne les rapports et les proportions. La race TOSA, créée en croisant d'autres races, est représentée par différents types qui varient en fonction des lignes de sang utilisées au fil des ans. On trouve ainsi des sujets qui ont hérité des caractéristiques des chiens mastifs, d'autres qui ressemblent davantage aux dogs allemands, d'autres encore qui présentent des caractéristiques plus consolidées et des structures plus athlétiques et musclées. Collecte de données. Faute d'indications précises dans le standard concernant la taille et les proportions dans la structure des sujets, au cours des 6 dernières années, j'ai recueilli un travail minutieux et analytique en utilisant les outils scientifiques établis par la pratique. Les mesures les plus importantes de 186 sujets différents vivant dans différents pays et âgés de plus de 2 ans de qualité excellente. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mes remerciements à tous les éleveurs qui, en me fournissant les meilleurs sujets, ont contribué à augmenter la quantité de données et de mesures recueillies. Valeur moyenne collective. J'ai ainsi obtenu une sorte de photographie de la situation actuelle des sujets de cette race et en calculant des moyennes statistiques pour les mâles et les femelles. J'ai pu obtenir des valeurs minimales et maximales pour chaque valeur relevée, utiles pour avoir une idée plus précise des valeurs céphaliques, corporelles, thoraciques qui peuvent être utilisées comme ligne directrice pour l'évaluation et le jugement. Avec les valeurs minimales et maximales des parties mesurées, il sera beaucoup plus facile d'évaluer si un sujet est très éloigné ou non de ces valeurs. Données de référence. Les données de référence aident non seulement les juges à élaborer leur jugement à des fins d'évaluation, mais également les éleveurs à avoir une vision globale plus complète pour travailler à l'amélioration de la race et éviter le développement de sujets atypiques. Standard FCI numéro 260/09.12.1997. Origine et fonction. Origine Japon. Date de publication du standard d'origine en vigueur 09/12/1997. Utilisation. Anciennement chien de combat, aujourd'hui chien de garde. Pour évaluer un sujet de la meilleure façon possible, il est essentiel de connaître la fonction de la race et les principales qualités requises pour cette activité. Les Tosa étant des chiens sélectionnés pour le combat, les traits distinctifs sont le caractère fort, l'absence de timidité et de peur, l'expression pénétrante, une excellente structure squelettique avec une musculature très bien développée, un bon mouvement athlétique et l'agilité. Ils ne doivent jamais être agressifs avec les personnes.
Bref aperçu historique. Le Japon a de longues traditions de combat de chiens remontant au XIVe siècle. La race Tosa a été élevée en croisant le Shikokuken avec des races occidentales. La race porte le nom du lieu où elle a été créée, bien que ce chien soit parfois appelé mastif japonais. Les chiens occidentaux utilisés pour créer cette race furent le bulldog 1872, le mastif 1874, les chiens d'arrêt allemands 1876 et le dog allemand 1924, tous employés pour améliorer la race par des accouplements consécutifs. Selon certaines sources, le Saint-Bernard et le Bull Terrier furent également utilisés, mais on ne sait pas en quelle année. Les caractères bien ancrés chez le Tosa de résistance et d'instinct de combat typiques du mastif peuvent être attribués à l'infusion de sang de ces races. Chien de combat. Le Tosa Inu est un chien spécialement construit pour être imbattable au combat. Une riche documentation témoigne de ce divertissement humain dès la période de la Rome antique, époque à laquelle les mastifs provenant de la Grande-Bretagne étaient utilisés dans les arènes pour les combats avec d'autres animaux, tels que les taureaux, les ours et les chiens, et contre les hommes. À l'époque de Meiji, sous l'empereur japonais Matsuhito, dans l'île de Shikoku au Japon, une race particulière était utilisée en 1868 pour les combats. Cette race a reçu le nom de Tosa Inu, un nom qui dérive de la ville de Tosa, qui se trouve sur l'île de Shikoku. En japonais, Inu signifie chien, donc Tosa Inu équivaut à chien Tosa. Un mélange de races. Suite à l'entrée en scène des Européens, ces chiens japonais locaux furent croisés avec d'autres races européennes dans le but d'en accroître les dimensions et la hauteur, ainsi que d'en perfectionner la puissance, le tempérament, la résistance et l'agilité, tout en maintenant le courage, la loyauté, l'audace et le calme. Un mélange de races. Shikoku, combattant original. 1876, le Bull Terrier pour le durcissement et la résistance. 1876, le Braque allemand pour l'agilité. Un mélange de races. Shikoku, combattant original. 1912, Saint-Bernard pour la taille. 1924, le dog allemand pour l'augmentation de la hauteur. Un mélange de races. Shikoku, combattant original. Tosa. Par des accouplements consécutifs éliminant les lignes de sang n'ayant pas donné les résultats attendus et maintenant en revanche celles qui avaient respecté les attentes, permirent ainsi de créer une nouvelle race présentant une plus grande capacité au combat, davantage de caractère et de résistance pour l'obtention d'un chien de combat pratiquement imbattable.
Cela a permis de combiner la taille et la force des chiens occidentaux avec le courage, la loyauté et les aptitudes au combat des chiens japonais. Le Tosa est un chien massif et athlétique, avec une agilité surprenante malgré sa puissance conformation. Vers 1925, cette race était déjà bien définie et en 1930, une société fut fondée au Japon dans le but de la protéger. Les combats au Japon. Les combats de chiens existent toujours au Japon, bien que la Fédération canine japonaise et le Japan Kennel Club y soient opposés. Développement de la race Tosa au Japon et dans le reste du monde. Période 1944-1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la race Tosa n'était présente qu'au Japon. Durant cette période, la race fut menacée d'extinction en raison de l'abattage des chiens, dont les peaux étaient utilisées pour se protéger du froid. Le nombre de sujets chuta de façon spectaculaire. Après la guerre, plusieurs sujets quittèrent le Japon pour les États-Unis, initiant ainsi le développement d'une nouvelle ligne de sang, comme ce fut le cas pour la race Akita qui donna naissance à la nouvelle race Akita américaine. Le Japon décréta alors l'interdiction absolue d'exporter des Tosa, déclarant la race trésor national. Aucun sujet ne pouvait plus être exporté, de même que les semences congelées. De fait, tout développement possible de générations successives avec le sang d'origine fut bloqué, limitant et réduisant également la possibilité de croisement puisque le nombre de sujets utilisables avait diminué. Période 1945-1986. À partir d'une situation initiale avec un certain nombre de sujets, en divisant la quantité totale en deux parties comme il s'agissait en fait de deux races différentes, le pourcentage de croisement fut considérablement limité. Au Japon, les chiens étaient utilisés exclusivement pour les combats sans tenir compte des caractéristiques morphologiques et typiques de la race, mais en donnant la priorité absolue au tempérament et à l'agressivité. L'objectif était absolue au tempérament et à l'agressivité. L'objectif était en fait d'élever des sujets pour le combat et non pour des concours de beauté. Période 1945-1986. Aux États-Unis, en revanche, on développa la race en respectant les caractéristiques d'origine, la typicité et la morphologie. Deux lignes de sang continuèrent à se développer pendant 40 ans qui suivirent, dans deux directions différentes, l'une pour le combat et l'autre pour la morphologie, visant à préserver la typicité d'origine en utilisant les sujets principalement pour la garde et la défense. Aux États-Unis, certains amateurs de cette race commencèrent à élever des sujets d'excellente qualité dans un esprit de conservation morphologique pour améliorer la race. Période 1986-1991. Entre 1986 et 1987, quelques animaux furent exportés en Europe et les premiers élevages de Tosa débutèrent en Hollande, en Espagne et en France. Avec de nombreuses difficultés rencontrées dans le développement des générations suivantes,
Étant donné le faible nombre de sujets et la forte consanguinité, la race s'étendit lentement à d'autres pays et le nombre de sujets augmenta. Parfois, comme on peut le constater, en analysant les pédigrés des différents sujets avec un nombre limité de tosa presque tous apparentés, certains éleveurs utilisèrent dans les accouplements d'autres races afin de changer le sang et d'améliorer les caractéristiques qui se perdaient. Par exemple, des sujets présentaient des têtes qui ne ressemblaient pas à celles des tosas, mais qui rappelaient plus les mastifs ou les dogs allemands. Idem pour les hauteurs, les proportions du corps, la structure. Certains sujets étaient plus grands et plus minces, d'autres plus massifs et plus lourds. Pour cette raison, face à un tosa, il n'est pas toujours facile de ramener toutes les caractéristiques du sujet à un type idéal, car on appelait plus les mastifs ou les dogs allemands. Idem pour les hauteurs, les proportions du corps, la structure. Certains sujets étaient plus grands et plus minces, d'autres plus massifs et plus lourds. Pour cette raison, face à un tosa, il n'est pas toujours facile de ramener toutes les caractéristiques du sujet à un type idéal, car, outre la rareté des sujets, il existe différents types pour des raisons énoncées ci-dessus. Période 1991-2004. Après le changement politique en Union soviétique en 1991, dans les pays de l'Est, ex-Union soviétique, certains amateurs de cette race commencèrent à élever des tosas. En particulier, un nombre raisonnable d'élevages débutèrent en République tchèque, en Pologne et en Roumanie. Malgré les nombreuses difficultés, plusieurs élevages obtinrent de très bons résultats en termes de sujets représentant d'excellentes caractéristiques. D'autres, en revanche, ne poursuivirent que l'objectif économique de faire des portées en donnant la priorité au gain plutôt qu'à l'amélioration de la race, en utilisant des sujets atypiques, en développant la consanguinité sans accorder une grande importance au caractère. On peut distinguer 4 types de sujets. 1. Au Japon, nous avons une lignée qui poursuit la finalité du combat entre chiens, le cas échéant atypique car non destiné au concours. 2. Aux États-Unis, nous avons une lignée qui recherche des caractéristiques de qualité morphologique et d'aptitude à la garde et à la défense, mais avec un nombre limité de sujets, ce qui limite considérablement la possibilité de croisement. 3. En Europe de l'Est, il y a beaucoup d'élevages, mais de types différents. Les premiers élèvent et développent la race en vue d'améliorer avec d'excellents résultats, tandis que les deuxièmes font des portées sans tenir compte de la typicité et de la qualité, se souciant uniquement du facteur économique. 4. En Europe de l'Ouest, il y a peu d'élevages avec des sujets de qualité moyenne supérieure qui développent la race essentiellement par passion. Période 2004 à ce jour. L'ouverture des marchés, la mondialisation des économies, l'élargissement de l'Union européenne, le nivellement des coûts, le développement technologique ont permis d'améliorer l'échange d'informations entre les élevages. Grâce à la facilité et la rapidité d'envoi des photos, les demandes de saillie et d'amélioration des lignes de sang, la qualité de race a énormément progressé. Aujourd'hui, on trouve d'excellents sujets dans différents pays, malgré la présence d'élevages qui, malheureusement, ne visent que la commercialisation à des fins économiques. Très peu de pédigrés sont délivrés au Japon pour le tosa. Au Japon, les tosas sont toujours employés uniquement pour les combats et ne participent pas des expositions canines. La typicité morphologique originelle du tosa
au Japon est en train de se perdre, car les éleveurs donnent la priorité absolue au tempérament et à l'agressivité plutôt qu'aux facteurs esthétiques. Peu importe qu'un chien soit croisé avec d'autres races, qu'il soit tricolore, blanc ou noir, qu'il soit grand ou petit, l'important, c'est qu'il gagne sur le ring contre ses adversaires. Comme il ne s'agit pas de chiens d'exposition au Japon, on ne trouve pas des Tosa enregistrés dans les expositions. Très souvent, les juges ne connaissent même pas les éleveurs et les sélectionneurs car c'est un autre monde, d'autres personnes, d'autres contacts totalement extérieurs aux expositions. Tosa enregistré dans le livre des origines. Au cours des 11 dernières années, le Kennel Club japonais a enregistré 34 sujets de race Tosa, 14 dans la période de 2007 à 2015 et 20 entre 2016 et 2017, nés de portée au Japon. À noter que de 2009 à 2015, période de 7 ans, seuls 5 sujets sont inscrits. Cela signifie que les éleveurs qui n'ont pas besoin de pédigré pour les chiens utilisés dans les combats et peuvent aussi employer des chiens qui ne sont pas de race pure, n'ont aucune raison de déclarer les portées et de demander des pédigrés. Le nombre réduit de pédigrés délivrés confirme que très peu d'éleveurs travaillent à la préservation et à la protection de la race. Cela signifie que ceux qui déclarent avoir importé un Tosa du Japon entre 2019 et 2015 ont soit importé un des 5 sujets enregistrés, soit importé un chien sans pédigré. Aspect général. Chien de grande taille, aux façons pleines de dignité et à la construction robuste. Chien aux oreilles tombantes, au poil court, au museau carré et à la queue tombante épaisse à la base. La conformation générale est celle d'un mésoforme dont le tronc est plus long que la hauteur au garrot. C'est un chien avec une structure forte et robuste, symétrique et puissante, mais pas gras et lourd, musclé et athlétique, plutôt que grand et lourd et maladroit dans ses mouvements. Rapport important. Hauteur au garrot de 74 à 85 et de 67 à 75. Mâle en moyenne 77,2, femelle en moyenne 69,3. Hauteur à la croupe de 73 à 82 et de 66 à 72. Mâle en moyenne 67,5, femelle 69 cm. Longueur du dos de 62 à 80 cm et de 57 à 68 cm. Mâle en moyenne 69,3 cm, femelle 63,3 cm. Longueur, pointe de l'épaule, pointe de la croupe. Mâle en moyenne 86,4, femelle en moyenne 79,4. Le rapport hauteur-longueur. Voici, comme vous pouvez le constater, les règles à appliquer pour les mâles et puis pour les femelles. À noter, les femelles sont en moyenne 3% plus longues que les mâles. Comportement caractère. Caractérisé par la patience, le sang-froid, la hardiesse et le courage. Il faut rappeler que le Tosa est né pour se battre, en silence, sans peur et avec une incroyable limite de tolérance à la douleur. Ayant été sélectionné pour gagner dans les combats d'animaux, il a été amené par l'homme à oublier les rituels et est parfaitement capable de tuer un adversaire, même lorsqu'il envoie des signaux clairs de soumission.
Tête, région crânienne. Crâne large, rapport important. Mesuré sur des sujets âgés d'au moins de 2 ans. Longueur de la tête, de 26 à 31,5 cm et de 24 à 28 cm. Mâle en moyenne, 28,5 cm. Femelle en moyenne, 26,5 cm. Longueur du crâne, de 14,5 à 21,5 cm et de 12 à 18 cm. Mâle en moyenne, 15,5 cm. Femelle, 14 cm. Longueur du museau, de 10 à 12,5 cm et de 10 à 12 cm. Mâle en moyenne, 11,2, femelle, 10,8 cm. Profondeur du museau, de 7 à 13 cm et de 10 à 12,2 cm. Mâle en moyenne, 10,3 cm. Femelle, 11 cm. Angle du stop, de 95 à 130 degrés et de 105 à 140 degrés. Mâle en moyenne 112 degrés, femelle en moyenne 123 degrés. Profil de la tête. Pour les mâles, 11,2 cm est la longueur moyenne du museau et 15,5 cm est la longueur moyenne du crâne. Chez les femelles, par contre, le chanfrein est légèrement plus long que celui des mâles par rapport à la taille du crâne. Tête correcte, chaude de 2 mois. À gauche, vous avez un mâle et à droite, une femelle. Tête de chiot. À gauche, femelle et mâle de 3 mois et à droite, femelle de 4 mois. Profil de la tête, adulte. À gauche, mâle, à droite, femelle. Tête vue de face. La plaque crânienne est large, plate, et ne doit pas être bombée. Il doit être possible de tracer un segment qui a comme extrémité les 2 jonctions des oreilles et qui est parallèle à la plaque crânienne sans la croiser. Le museau est légèrement plus profond que large, avec un rapport de 10,9 chez les mâles, alors que le rapport chez les femelles, vu la largeur inférieure du museau, le rapport est d'environ de 10,8. Le chanfrein doit être droit et les axes crânio-faciaux de préférence parallèles. La position des yeux ne doit pas être trop basse ou trop haute par rapport au chanfrein. L'angle idéal formé entre le segment tangent à l'apex frontal de la jonction des lèvres et les lignes passant par le centre des yeux doit être d'environ de 32 degrés, comme le montre la figure. Mesure de la tête. Largeur du crâne, de 16 à 21 cm et de 15 à 18 cm. Mâle, moyenne, 19,2 cm. Femelle, moyenne, 16,4. Largeur du museau, de 7 à 12 cm et de 8 à 8,2 cm. Mâle, 9,3 cm. Femelle, 8,1 cm. Profondeur du museau, de 7 à 13 cm et de 10 à 12,2 cm. Mâle, 10,3 cm. Femelle, 9,7 cm. Étude des têtes, chiot. Différentes photos. À gauche, un mâle de 7 mois. Ensuite, un mâle de 4 mois. Et puis, à droite, vous avez encore un mâle de 4 mois et une femelle de 7 mois.
Étude des têtes, mâle. Vous avez deux photos magnifiques de têtes de mâle à droite et à gauche. Étude des têtes, encore deux photos de deux magnifiques mâles, un à droite et un à gauche. On continue dans l'étude des têtes avec encore deux sublimes photos de deux mâles. Étude des têtes, mâles, deux magnifiques photos. Étude des têtes, femelles, deux magnifiques photos. Étude des têtes, deux magnifiques photos, femelles. Étude des têtes, deux magnifiques femelles en photo. Femelle de 2 ans. Sur cette photo, le chanfrein du sujet est légèrement trop long par rapport au crâne. Le stop est trop doux et manque de substance sous les yeux. Axes crânio-faciaux et proportions. Voici une photo de tête femelle aux axes parallèles corrects. Proportion correcte museau-crâne. Bon stop. Pigmentation et face frontale du museau. Le crâne doit être plat et il faut pouvoir imaginer une ligne qui relie la jonction des oreilles aux deux extrémités comme si elle était tangente à la plaque crânienne. Sur les trois photos suivantes, la première représente un crâne typique et correct, la seconde un crâne bombé et la troisième un crâne non plat. Photo numéro 1. La plaque crânienne est parfaitement parallèle à la ligne rouge. Photo numéro 2. Crâne bombé et oreilles attachées trop basses. Photo numéro 3. Crâne non plat et oreilles attachées trop bas. Stop très prononcé. Stop nettement prononcé chez les mâles. Il peut être légèrement plus doux chez les femelles, comme vous pourrez le constater sur les photos. Stop très prononcé. Stop nettement prononcé chez les mâles. Il peut être légèrement plus doux chez les femelles. Les rides sur le crâne, particulièrement accentuées chez le mâle, sont typiques. Les sourcils froncés lui donnent parfois un air presque préoccupé. Il présente souvent une ride caractéristique qui descend de l'angle extérieur de la paupière tout le long de la joue. Région faciale, truffe, grande de couleur noire, museau de longueur modérée, chanfrein droit. Profil du chanfrein ne doit jamais être concave, convexe ou aquilin. Chanfrein droit de préférence. En aucun cas, les axes crânio-faciaux ne doivent être convergents. Masque du museau. Le masque peut être ou non présent sur le museau. En tout état de cause, il est préférable que le masque présente une couleur uniforme et qu'il ne dépasse pas la limite des yeux. Des nuances plus foncées sont admises sur la plaque crânienne. Face avant du museau. La face avant du museau doit être droite ou légèrement en arrière par rapport à la ligne imaginaire tracée par la pointe de la truffe vers le bas de manière perpendiculaire.
et narines. Les narines doivent être bien ouvertes et la truffe noire. La forme, la longueur et l'épaisseur des lèvres du sujet sur la photo sont correctes. Lèvres. Les lèvres sont pendantes, noires et épaisses. Vues de face, elles forment une sorte de V à l'envers ou de U à l'envers et légèrement pointues. Les lèvres ne doivent jamais être trop pendantes, lourdes ou flottantes. Lèvres. Les lèvres sont pendantes, noires et épaisses. Vues de face, elles forment une sorte de V à l'envers ou de U à l'envers et légèrement pointues. Les lèvres ne doivent jamais être trop pendantes, lourdes ou flottantes. Mâchoire supérieure et inférieure forte, dents fortes, articulées en ciseaux. Dentition forte, saine et complète avec articulée en ciseaux. La fermeture en tenaille n'est pas considérée comme un défaut et elle est tolérée. Un léger énognatisme ou prognatisme est considéré comme un défaut grave, tandis qu'un fort énognatisme ou prognatisme est un défaut de disqualification. Photo de gauche, fermeture en ciseaux inversés non correcte. Photo de droite, dentition d'un sujet âgé de 8 mois avec incisive inférieure alignée et articulée en ciseaux corrects. Les incisives qui ne sont pas parfaitement alignées ne constituent pas un défaut. Il faut donner la priorité à la robustesse de la dentition et à la dimension des canines et des molaires. Yeux assez petits, de couleur brun foncé, à l'expression de dignité. Légère forme d'amande. Au Japon, les yeux de couleur claire portaient soi-disant malheur et les sujets aux yeux clairs étaient donc supprimés. Couleur brun foncé des yeux qui ne trahissent aucun signe de peur est un trait caractéristique. Exemple d'œil. La couleur typique des yeux des chiots est bleu-gris jusqu'à l'âge d'un mois environ, puis elle commence à changer jusqu'à devenir marron. Une expression digne qui ne montre pas de signe de peur. Oreilles, relativement petites, plutôt minces, attachées haut sur les côtés du crâne, retombant contre les joues. Bien que destinée au combat, cette race n'a jamais eu les oreilles coupées. Sur la 4e photo, les oreilles sont attachées trop haut. Exemple d'oreille. Photo gauche en haut. L'oreille est trop longue, non triangulaire et attachée trop bas. Photo gauche en bas. L'oreille est trop longue et attachée trop bas. Photo du milieu en haut. L'oreille est de forme correcte mais attachée trop bas. Photo du milieu en bas. L'oreille est de forme correcte mais la jonction est trop interne au crâne. Photo de droite. L'oreille est de forme et de longueur correcte et attachée correctement. Ou musclé avec du fanon. Le fanon est un trait caractéristique de cette race, ainsi que des chiens de combat en général. Normalement, le chien adversaire doit pouvoir saisir le fanon entre ses crocs et la longueur de celui-ci doit permettre au sujet mordu de tourner le cou et de pouvoir mordre l'autre chien sur le museau, aux oreilles ou sur la partie haute du cou sans risquer de rester bloqué.
sujets sans fanon seraient destinés à succomber plus facilement que d'autres. Exemple de sujet avec un fanon correct. Exemple de sujet avec un fanon correct. Cou musclé, différentes photos. Le cou doit être musclé, fort et avoir une bonne circonférence. Corps, garrot bien sorti, dos horizontal et droit. Corps, garrot bien sorti, dos horizontal et droit. Corps, dos horizontal et droit. Différents exemples de dos correct. Rein large et musclé. Croupe légèrement voussée au sommet. Poitrine large et haute. Côte modérément cintrée. La poitrine doit descendre jusqu'au coude sans le dépasser. Bonne largeur et profondeur. Des taches blanches sur la poitrine sont admises, mais pas sur le cou. Ventre bien remonté. Observant le sujet de côté, la ligne inférieure du ventre doit former un trapèze scalène avec la ligne dorsale. Queue épaisse à la base, elle s'amenuise vers l'extrémité, atteignant le jarret lorsqu'elle est abaissée. Forte attache de la base de la queue, déjà évidente chez les sujets jeunes, est un indice de bonne croissance et de bonne dimension du chien à l'âge adulte. Au repos, la queue est tenue basse ou droite ou recourbée en fossile, surtout chez les mâles adultes. Membre antérieur. Hauteur au garrot de 74 à 85 cm et de 67 à 75 cm. Mâle, moyenne, 72,2 cm. Femelle, 69,3. Hauteur au coude, de 39 à 46 cm et de 34 à 37 cm. Mâle, 41,7 cm. Femelle, 35,6. Rapport coude-garrot de 46 à 53% et de 45 à 51%. Mâle moyenne 69,3 cm, 49,5%. Femelle moyenne 63,3 cm, 48%. La hauteur au coude est donc en moyenne de 1,2 par rapport au garrot, tant chez les mâles que chez les femelles. Membre antérieur, épaules, modérément inclinées. Avant-bras droit, modérément long et fort. Les membres antérieurs sont forts, droits, parallèles et non rapprochés. Les épaules et les bras sont très musclés. Gauche, une photo avec un exemple d'aplomb correct et des membres droits et parallèles. À droite, un exemple d'épaule modérément inclinée avec un avant-bras droit, long et fort.
angle scapulo-huméro, croupe et angle du genou. L'angle scapulo-huméral mesuré varie de 92 à 101% et la ligne imaginaire tracée par le garrot perpendiculairement au sol doit passer par la partie arrière du coude. Les coudes sont correctement positionnés, ils ne sont pas tournés en dedans ou en dehors. La croupe a une inclinaison d'environ 35 degrés et l'angle mesuré au niveau des genoux est de 105 degrés. Un angle de genou insuffisant ou excessif ne permet pas au sujet de bouger correctement. Métacarpe légèrement incliné et robuste. L'angle moyen formé par la métacarpe et la verticale est d'environ 22 degrés. Les doigts doivent être tournés vers l'avant et non vers l'extérieur. La métacarpe ne doit pas être fléchie, ce qui compromettrait la solidité de l'appui. Membre postérieur, muscles très développés. L'articulation du genou et du jarret est modérément angulée, solide. Valeur non correcte dans la troisième photo. L'angle moyen formé par le jarret et la verticale est d'environ 130 degrés, avec une longueur moyenne pour les mâles d'environ 20 cm. Normalement, la longueur du jarret correspond à environ 25% de la hauteur au garrot. Cuisse fortement musclée, genou non tourné en dedans ou en dehors. Métatarse droit et perpendiculaire au sol. Vu de derrière, les membres sont droits et parallèles. Exemple de genou et de jarret insuffisamment inclinés. Pieds bien serrés, coussinets épais et élastiques, ongles durs et de préférence de couleur foncée. Les doigts des pattes avant sont joints et cambrés, pattes de chat, avec des coussinets résistants. Les pattes arrière sont un peu plus longues que les pattes avant. Doigts serrés et cambrés. La couleur typique des ongles est noire. En présence de taches blanches sur les pattes, les doigts concernés seront probablement de couleur blanc-crème. Quelques photos pour illustrer. Allure énergétique et puissante. Un sujet lourd et gras qui ne doit pas être interprété comme imposant ou qui présente des problèmes de membres et dans l'allure est certainement pénalisant en cas de combat. Pour pouvoir dominer l'adversaire, le chien doit être agile, réactif, avec des aplombs droits, particulièrement sur l'antérieur. Il doit également se déplacer de manière fluide, sans lourdeur, tel que pourrait l'être au contraire le mouvement d'un mastif ou d'un matin napolitain. Sans tolérer les aplombs postérieurs légèrement tournés en dehors, souvent typiques de sujets, et en grandi sur les surfaces lisses. Pour éviter de glisser, le chien adopte souvent une mauvaise posture des pieds. Un sujet au mouvement correct et quoi qu'il en soit, à préférer à un sujet pouvant même avoir d'autres défauts, car, dans tous les cas, ceci passerait au second plan. L'allure doit être dégagée avec une bonne extension et une forte poussée des postérieurs. Vu de face et de dos, le mouvement est droit avec des membres parallèles. Les chiens ne doivent jamais avoir une démarche ou une amble courte. En mouvement, la pointe du pied avant devrait atteindre la truffe, créant ainsi une sorte de double triangle avec les pattes avant et arrière, comme le montre la photo ci-dessous. Photo de mouvement. Robe, poil, court, dur et dense. Couleur,
rouge, fauve, abricot, noir, bringé, de légères marques blanches sur la poitrine et sur les pieds sont admises. La robe doit être uniforme dans toutes les variétés. Chez les sujets tigrés, les stries doivent suivre la ligne des côtes et être bien définies et dessinées sans nuance ni moucheture. Un pelage bicolore ou tricolore n'est pas autorisé. Une tache blanche est admise sur la poitrine et les pieds. Toute tache blanche sur le cou et sur la queue est fortement indésirable. Photo de couleur de robe non correcte. Photo de gauche, tache blanche sur le museau, la tête et le cou. Balsane trop large. Photo de droite, pelage tricolore. Photo, couleur non correcte. Photo de gauche, couleur non uniforme. Photo de droite, trop de noir sur la tête, blanc, trop large et bordé de noir. Taille. Hauteur au garrot minimum de 60 cm pour les mâles et 55 cm pour les femelles. C'est important de préciser qu'il n'y a pas qu'une seule taille pour les mâles et pour les femelles. La division en classes distinctes par poids existe uniquement au Japon et exclusivement pour distinguer les sujets destinés au combat. Le standard prévoit une seule taille minimale sans référence au poids. Le poids indicatif d'un mâle adulte varie de 65 à 85 kg et celui d'une femelle adulte de 48 à 65 kg. Le standard ne prévoit pas de poids minimum ou maximum pour les chiens Tosa. Développement et taille. Le développement complet et la formation parfaite du thorax et de la tête sont atteintes à l'âge de 3 ans environ. Jusqu'à 15-18 mois, les sujets grandissent en hauteur et ne présentent donc pas une grande masse thoracique et dorsale. Par la suite, le développement du crâne et du corps est complété. Des sujets jeunes déjà très lourds devront certainement faire face plus tard à des problèmes d'articulation et de résistance à l'effort. Il faut, quoi qu'il en soit, préparer des sujets de grande taille, imposants, bien proportionnés mais pas gras. La musculature est fondamentale pour permettre aux chiens, durant le combat, d'être agiles, athlétiques, minces et résistants à l'effort. La musculature puissante doit être supportée par une grosse ossature avec d'excellentes articulations et des cartilages non enflammés. Un chien gras et lourd, même s'il est imposant, sera destiné à succomber rapidement en cas de combat. Comportement sur le ring. Sur le ring, les sujets doivent se déplacer d'une manière très fluide, avec une bonne extension et poussée du postérieur. La tête doit être portée haut, à moins que le chien ne pointe quelque chose ou quelqu'un sur le bord du ring. La queue, portée haute et droite, est un marque de dominance et de sécurité. La position avec la queue immobile et dressée est un trait caractéristique qui indique que le chien n'a pas peur d'affronter un autre sujet et qu'il est en train d'évaluer la situation. Dans ces moments, le regard devient fixe, la respiration est ralentie, le poil sur le dos et sur la croupe se dresse et la vitesse de la queue est réduite ou même arrêtée. Critères dans la priorité d'évaluation des défauts. Les critères de sélection entre différents sujets se trouvant sur le ring pourraient être les suivants. Une première sélection peut être faite sur le mouvement, écartant les sujets qui n'ont pas la bonne démarche et qui n'ont pas de poussée sur les membres postérieurs. L'analyse successive pourrait être celle des lignes dorsales, des aplombs antérieurs et de la musculature et enfin celle de la tête. Défaut. Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut
et la sévérité avec laquelle ce défaut sera pénalisé doit être proportionnée à sa gravité. Ossature grêle, museau en sifflet, léger hénoniatisme, prognatisme supérieur ou inférieur. Le standard ne fait pas de distinction entre les défauts mineurs et les défauts majeurs. Cependant, je présente ci-dessous la classification des défauts dans 2 listes distinctes pour aider les juges à évaluer les sujets sur le ring. Défauts mineurs. Fermeture en tenaille ou en ciseaux inversés. Incisive inférieure mal alignée, dents trop petites. Museau romain. Museau trop long par rapport au crâne. Stop insuffisant. Axes crânio-faciaux très divergents. Constitution lourde. Sujet haut ou bas sur les membres. Pattes avant légèrement panardes chez des sujets adultes. Chien panard ou cagneux. Métacarpe avec une inclinaison de plus de 30 degrés et présence d'éperons. Défaut majeur. Crâne en forme de pomme. Yeux jaunes, de rapace, saillants ou enfoncés. Œil bleu ou hétérochromie. Entropie ou ectropie, conjonctivite trop rouge, macroblépharie. Oreilles attachées bas ou très longues. Prognatisme supérieur ou inférieur. Museau trop profond, trop étroit ou trop pointu. Truffe pas entièrement pigmentée de noir. Lèvres et ou fentes palpébrales pas entièrement pigmentées de noir. Axes crânio-faciaux convergents. Constitution légère. Dos non droit et solide. Dos encellé ou dos de carpe. Omoplate verticale. Croupe affaissée. Queue avec des signes évidents de traumatisme, épaissie à l'extrémité ou amputée. Jarret fermé ou ouvert. Doigts trop longs, éparqués. Métacarpe faible ou trop fléchi. Ossature légère. Taille inférieure à la taille minimale. Sujet agressif avec les personnes. Sujet pas suffisamment typique. Défaut éliminatoire. Chien agressif ou peureux. Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental sera disqualifié. Chien craintif. Prognatisme supérieur ou inférieur extrême. NB. Les mâles doivent avoir 2 testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum. Seuls les chiens sains et capables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été sélectionnés et dont la morphologie est typique de la race peuvent être utilisés pour la reproduction.